Oui, merci beaucoup. Chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Bon, alors moi je suis un hématologue. Personne n'est parfait. Plutôt spécialiste des leucémies aiguës et des greffes de moelle osseuse. Et un peu de l'analyse des bases de données, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, très rapidement, je me permets de vous rappeler que l'Institut national du cancer, c'est une espèce d'ovni dans le paysage. C'est une agence qui est scientifique et sanitaire et qui est chargée d'éclairer les politiques publiques. Et il n'y a pas, sauf peut-être au Brésil, mais ça marche de façon intermittente, une agence qui ait à la fois cette mission scientifique et sanitaire. Dans le cadre des missions qui nous ont été données, effectivement, nous est confié, c'est la deuxième fois, la tâche de proposer aux autorités de tutelle les critères de choix des réformes d'autorisation. Alors, pour avoir été de l'autre côté, c'est-à-dire représentant, à l'époque je présidais la 47e section du CNU, j'étais le représentant d'une société savante, en l'occurrence la Société française d'hématologie. Je me souviens évidemment des discussions parfois musclées que nous avions pu avoir avec les autorités de tutelle sur les seuils que nous considérions comme évidemment beaucoup trop bas. Et sont ceux qui sont sortis pour les données cliniques, pour les traitements de chimiothérapie comme pour celles de chirurgie, ceux qui sont sortis dans le décret de 2007. Pour autant, vous savez aussi qu'avec ces seuils que nous avons tous considérés comme vraiment très bas et comme une première étape, on a divisé par 2 le nombre d'établissements autorisés à traiter des cancers sur le territoire. Mais il y avait une clause de revoyure. Cette clause de revoyure était à 10 ans environ, c'est-à-dire qu'on nous a demandé 10 ans plus tard de commencer à travailler sur les nouveaux critères. Ça a représenté, pour vous donner une idée, 5 ans de travail ininterrompu, situation par situation, et ininterrompu sauf par une pandémie qui s'est posée à tout le monde. Et donc, c'est ça qui a donné lieu au document qui a été proposé à la DGOS, qu'il a retravaillé, au ministère qu'il a retravaillé. Mais voilà les principaux éléments. Évidemment, je vais focaliser ma présentation sur la chirurgie oncologique, mais le même travail a été fait pour l'ensemble des champs de la cancérologie. Alors, je le redis, ça nous a pris 5 ans. Et inutile de vous dire que nul n'est omniscient et que ce n'est pas l'hématologue que je suis ou à l'époque le gastro-entérologue, cancérologue responsable du pôle santé publique et soins, par exemple, qui allait décider tout seul quels allaient être des seuils en matière de chirurgie. Et donc, nous avons travaillé avec les parties prenantes, comme on dit, et avec l'analyse de la littérature. Pour ce qui est de la chirurgie, on a travaillé avec 160 professionnels, et pour ce qui est de la chirurgie oncologique, 34, et dont 30 pour ce qu'on a appelé la chirurgie complexe. Vous voyez évidemment, et puis on vient d'en parler, de quoi je voulais vous parler. Alors, évidemment, il y avait un équilibre de la représentation des chirurgiens, notamment, au sein des collèges qu'on a constitués, quelques-uns de ceux qui étaient signataires des travaux qui ont été présentés étaient autour de la table. Et vous savez que par tradition, on évite de nommer les gens qui sont dans les groupes de travail nous-mêmes. C'est eux qui peuvent s'autodésigner, mais nous, on leur doit l'anonymat. On a travaillé avec la Haute Autorité de Santé et les usagers, en particulier pour l'ensemble des travaux de révision du dispositif d'autorisation. On a travaillé avec les fédérations hospitalières, et ça n'est pas le sujet le plus facile, vous vous en doutez.
et on a travaillé aussi avec les agences régionales de santé, surtout pour savoir les problématiques de terrain qu'elles avaient rencontrées à l'occasion de la mise en place du premier dispositif. Évidemment, tout ça a demandé un travail de synthèse et d'analyse des sources de données, la littérature scientifique, hein, d'une part la bibliographie qui porte sur les seuils d'activité minimale, mais aussi des travaux mathématiques, hein, sur les liens entre volume d'activité, mortalité post-opératoire, survie, qui sont des sujets compliqués, vous savez, mais qui sont des sujets compliqués. Et notamment, j'ai lu, Jacques, que tu présentais un modèle de Cox, mais plus on est dans une chirurgie dangereuse immédiatement, et plus des modèles comme les modèles de Kaplan-Meier, les modèles de Cox, sont invalides structurellement. Ils sont invalides parce qu'ils supposent que le risque ne change pas au fur et à mesure du temps. Quand on est dans de la chirurgie lourde, bien entendu, il y a une période, la toute première, dont c'est à vous de définir sa durée, mais dans laquelle il y a un surrisque indiscutable et qui n'est pas comparable, le plus souvent, à celui des mois qui surviennent. Et donc, tout ça, ça nous a amené à reprendre les données. Souvent, vous savez qu'on en dispose des données. Hein, une fois qu'un travail est publié, on arrive à récupérer les données, à refaire les travaux nous. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on a fait pendant 5 ans. Les mesures d'impact, d'autre part, qui sont un sujet. Pertinence, faisabilité des propositions et de leur impact sur l'offre de soins en cancérologie. À différentes échelles du territoire, c'est une question. Et on s'est autorisé, par exemple, de temps en temps, à prendre notre téléphone et à essayer de savoir à quel moment on pourrait avoir un rendez-vous, par exemple, si on habitait à tel endroit, en fonction des différents lieux, juste pour avoir une idée de ce que nos calculs, nos prévisions ramènerait en termes de délai d'accès à un soin et éventuellement de temps de déplacement pour les malades. Donc, comme vous, je pense que ce n'est pas un sujet majeur, mais c'est important de le documenter, ne serait-ce que pour convaincre nos autorités de tutelle que ce n'est pas un sujet majeur. Les sources de données utilisées, bien entendu, c'est, comme tout le monde, l'activité hospitalière PMSI, et nous avons la possibilité de les croiser avec le SNDS. Alors, je voudrais vous dire qu'on a changé aussi par rapport à 2005-2007 la méthode de calcul qui était basée sur des actes d'exérèse. Parce qu'on a voulu la recentrer sur l'activité d'exérèse exclusivement. Je pense que je n'aurais pas besoin de vous convaincre que la pose d'une stomie d'alimentation ou un talcage pleural n'est pas un acte de chirurgie carcinologique significative. Il ne doit pas rentrer dans un calcul de seuil. Et donc, nous avons fait ce qu'on dit qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire qu'on a modifié la méthode de calcul, ce qui empêche une comparaison stricte, mais je crois que c'est vraiment pour la bonne cause, avec ce qui a été fait antérieurement. Donc, l'ancienne méthode, hein, c'était le nombre des séjours avec un DP, diagnostic principal de cancer, selon notre liste. On comptabilisait, mais le défaut, c'est que, évidemment, si l'acte chirurgical n'est pas une exérèse, il est inclus quand même. Donc, on n'a pas fait ça. On a intégré exclusivement dans notre mode de calcul les actes de chirurgie d'exérèse, et croyez-moi, ça fait une sacrée différence. Ça ne veut pas dire, évidemment, que nous ne considérons pas l'intérêt pour les malades de tout ce qui est stomie pour occlusion, chirurgie palliative, reconstruction d'intérêt. C'est juste pas la même chose. On a travaillé sur le seuil et je vous donne quelques éléments. Ça tombe bien, c'est pas le hasard non plus. Ils correspondent à vos présentations. Revenons sur le pancréas. Vous savez qu'il n'y avait pas de seuil signifié, précisé dans les premiers critères d'autorisation. Nous avons proposé
un seuil à 5 interventions par an. Et voilà le fondement de ce travail. Alors, évidemment, il y a eu la méta-analyse de Goiker, 2011, 14 études. Alors, ce n'est pas des vraies méta-analyses. Vous savez que ce ne sont pas des méta-analyses et qu'on a tendance à survaloriser le terme. Une méta-analyse suppose qu'on dispose de tous les malades qui ont été traités, selon les deux modèles qu'on veut comparer, que ça a été publié ou non. En fait, le plus souvent, les gens annoncent méta-analyse et font des recalculs, oui, mais sur une compilation d'études publiées, ce qui est évidemment un biais statistique indiscutable, puisque ce qui ne marche pas n'est jamais, au final, publié. Donc, il n'empêche qu'on a une association très significative entre les centres à haut volume d'activité, la mortalité post-opératoire, la survie à long terme, évidemment, en fonction des seuils. Je ne vais pas vous parler de la méta-analyse de M. Amrani, mais évidemment, elle a été regardée et évidemment, elle est extrêmement claire, mais enfin, elle a été présentée largement et tellement mieux que je ne saurais jamais le faire. Par contre, là où on s'est heurté à une difficulté, c'est une absence de ce que j'appelle le consensus littérature sur le nombre d'opérations à atteindre par site. Donc, de la même manière qu'on avait dit, on se fixe, il y a 10 ans, des seuils qui sont trop bas et le concept d'une clause de revoyure, on a proposé un premier niveau de seuil à une intervention à 5 interventions par an, mais qui est couplé, n'oubliez pas, à des exigences très stringentes sur le plateau technique et les réanimations. Juste pour vous donner une idée, parce qu'on a fait évidemment l'analyse d'impact, je l'ai dit, on passe de 296 à 167 établissements potentiellement, enfin, de 296 ayant réalisé à 167 qui pourraient la réaliser. Avec une augmentation raisonnable du temps de parcours vers l'établissement le plus proche et un délai d'accès aux soins globalement très proche de celui qui est identifié avec l'ancien seuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a mis le pied dans la porte, clairement, sur cette affaire-là. Il faut continuer à travailler dessus et qu'il y aura sûrement une clause de revoyure. Je voudrais dire aussi que la grande difficulté que nous avons dans le cancer du pancréas, c'est que malheureusement, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un cancer quasiment incurable, en tout cas dans sa version adénocarpe, et que convaincre l'ensemble des décideurs sur un seul geste, alors qu'en réalité, au final, la mortalité n'est pas aussi largement impactée qu'on le pourrait, n'est pas un exercice très facile. Sur le plan dialectique, ça suppose quelques contorsions sémantiques. Mais nous sommes donc nous. Et nous savons pas. Pour ce qui est de la chirurgie oncologique isogastrique, là aussi, le seuil, il n'y avait pas de seuil. On est passé à 5 interventions par an, même remarque, même méthode. Volume d'activité, diminution de la mortalité post-opératoire, augmentation de la survie, ça c'est clair. On a utilisé ce qui m'a semblé être une vraie méta-analyse, celle de Marquard, d'autres de Gruen, de Pasquier, de Brusselars, qui sont de très très bonnes réanalyses mathématiques compilées. Et là aussi, on n'a pas réussi à avoir un indicateur précis sur le nombre d'opérations à atteindre par site. Néanmoins, en mettant le seuil, cette fois-ci à 5 interventions par an, on passe de 162 établissements qui ont réalisé une intervention par an à 62. Donc, ce n'est pas, là non plus, une petite modification que nous proposons et sur laquelle le ministère nous a suivis. Et vraiment, je tiens à le dire. Et quand on est dans la chirurgie oncologique mammaire, la littérature, les recommandations s'accordent plutôt à 150.
En réalité, quand on regarde de façon très critique cette littérature et qu'on essaye de faire la distinction entre ce qui est, heureusement il n'y en a plus, mais de la mortalité périopératoire ou très très proche. Et ensuite, quand on essaye de scinder les résultats en fonction des chimiothérapies, de la radiothérapie, donc vous savez que dans le cancer du sein, en tout cas à l'époque, elle était quasiment obligatoire, le vrai épaulement de la courbe se situe entre 80 et 70. Entre 150 et 70-80, on est à 1% de différence en termes de chiffres. Et donc, nous avons proposé de mettre cette barre à 70 parce qu'on sait qu'il y aura forcément dans quelques années une nouvelle clause de revoyure parce que nous passer de 30 à 70 pour l'exigence, croyez-moi, ça n'est pas passé tout seul auprès des fédérations hospitalières. C'est clair. On passe d'environ 400 centres à 260. Ça tient compte des mêmes critères, hein, je ne vous perds pas de temps à vous dire que je vous compte des délais, etc. Et maintenant, si on est sur l'ovaire, eh ben, l'ancien seuil, c'était facile, il n'y avait pas de seuil. Là, on se met ce nouveau seuil à 20 interventions par an de chirurgie de réduction complète des cancers avancés de l'ovaire et en dehors, bien entendu, en plus du nombre minimum d'interventions de chirurgie oncologique, gynécologie. Alors, j'ose à peine dire devant vous ce qui est dans ce que nous avons écrit, mais après tout, vous savez que le cancer de l'ovaire est le plus souvent diagnostiqué à un stade avancé, stade 3-4, et vous savez mieux que moi que sa propagation se fait prioritairement par le péritoine. Que la chirurgie est un temps important du diagnostic et aucun autre examen ne permet de classer correctement la tumeur aujourd'hui. Et que donc, bon, voilà, il y avait une nécessité de réaliser la chirurgie en centre spécialisé pour permettre le diagnostic, la stratification, le traitement optimal des patients et que voilà, l'impact de la qualité de la chirurgie sur le pronostic est majeur. Jacques vient de le redire, on l'avait évidemment, nous aussi, sorti de nos documents et d'ailleurs, on avait eu l'occasion d'en parler avec Jacques une fois à la CNAM. Alors, nous, c'est simple, dans ce qu'on a retenu, c'était un peu avant le travail de Jacques, mais la cytoréduction complète offre un bénéfice de survie qui est juste pas contournable. La survie à 5 ans, elle passe de 25% en cas de résidu tumoral macroscopique à plus de 60% s'il n'y a plus de résidu macroscopique. Donc, voilà. De ça dépend le pronostic oncologique de la patiente, la morbidité, la mortalité périopératoire. On sait qu'on a des chimiothérapies de plus en plus efficaces, mais qui sont quand même très largement perfectibles. Et faire l'impasse sur la qualité du geste chirurgical n'est pas acceptable. Il faut une équipe entraînée. Et donc, voilà, les analyses de Bristow, il y en a 2, 45 000 malades. Je veux dire, on n'est pas en train de, pardonnez-moi, de sodomiser les diptères, quoi. C'est juste pas possible de continuer comme ça. Donc, nous avons proposé de combiner un haut volume par centre et par chirurgien. Nous avons proposé donc un minimum de 20 cas traités par institution et par an, et nous demandons, alors charge à la profession de s'organiser, que ce soit 10 cas par chirurgien et par an. Vous savez que, ça a été dit, nous ne disposons pas ni dans le PMSI ni dans le SNDS, on ne dispose pas des chirurgiens, on dispose des établissements. Donc, mais on sait, puisque moi aussi j'ai travaillé avec nos collègues de chirurgie thoracique, que vos collèges ont la volonté et la capacité de faire mieux. Donc voilà, pour nous, la chirurgie la plus complexe est ici utilisée comme l'acte marqueur.
Sa réalisation en routine atteste de la capacité de l'équipe à entreprendre tout geste nécessaire pour éviter les pertes de chance. Et ceci, quel que soit le stade supposé en préopératoire. L'analyse d'impact, vous comprenez qu'elle est fixée. Voilà, on est passé de 307 établissements qui en ont déclaré un par an à 30 qui pourront faire. Attention, c'est une analyse brute de l'impact qui évidemment sera à relier avec l'intelligence des équipes qui se restructureront entre elles et diront toi tu fais ça, moi je fais ça. Donc, mais quand même, je pense qu'on est dans ce niveau-là en termes de concentration d'actes. Nous n'avons pas modifié parce que nos travaux et l'avis des professionnels considéraient que ces seuils étaient acceptables en chirurgie urologique comme oncologie à 30 interventions par an et en ORL cervico-facial, maxillo-facial à 20. Par contre, j'aurais dit que pour tous ces actes de chirurgie, nous avons exigé des plateaux techniques et à chaque fois que nécessaire, un service de réanimation, soit unité de soins intensifs permettant de faire de la ventilation, soit une vraie réanimation. C'est là aussi une contorsion sémantique, mais qui permet de fixer les barres de qualité là où nous souhaitions qu'elles soient. Je suis désolé d'avoir abusé de votre attention, mais j'ai essayé de vous exposer la façon dont mon équipe et moi avons travaillé. Merci, professeur Livret. On a le temps de faire quelques questions ou pas? Bien sûr. Ah bon, d'accord. Alors, oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Meuret? Oui. Ah bah, non. C'est François? Non, pour Jacques, je n'avais pas de questions parce que je l'avais déjà posé. J'en ai pour Norbert Ifra. D'accord. Alors, vas-y, François. Non, juste, c'était deux questions, enfin, deux remarques plutôt. Ce qu'il a dit à propos de la boîte noire qu'on avait sur les chirurgiens hospitaliers est tout à fait vrai. On n'a aucun moyen de savoir qui fait quoi. Ce qui n'est pas le cas en ville, puisqu'en ville, on peut très bien sortir les actes opératoires faits par les chirurgiens libéraux, individu par individu. Et l'autre chose, c'est que on est en train actuellement au Conseil des nomenclatures, dans le cas particulier de l'ovaire, d'essayer d'influencer les choses pour que, et afin que la chirurgie de l'ovaire puisse être faite avec la qualité qu'il a signalée, que ça soit une des exceptions dans le cas des ablations d'organes successives qui, vous le savez, sont interdites au-delà de 2 dans la chirurgie de façon générale. Et on pense que dans le cadre de l'ovaire, compte tenu de la maladie, il faut faire des exceptions pour pouvoir justement rémunérer le travail des chirurgiens, aussi bien en termes d'honoraires qu'en termes de GHS. Donc, je crois qu'on est tout à fait sur la même ligne que Norbert Ifra sur l'importance de faire une chirurgie parfaitement adaptée pour le cancer de l'ovaire. Jean-Claude. François. J'ai juste une petite question. Quand on voit vous savez qu'on est en train de travailler sur le PRS 3. Donc, effectivement, tous les éléments de chirurgie sont venus avec les décrets. Et il y a eu des discussions relativement importantes sur le fait de dire, ben voilà, je crois que dans le décret, il y a marqué que ce plateau technique dont beaucoup de nos collègues ont parlé aujourd'hui, on pouvait simplement y adhérer par convention. C'est écrit dans le texte, qui quand même est une… Il faut qu'il y ait une unité de lieu. La vérité, je vais vous dire ce qui est dans l'esprit du texte, en tout cas, c'est que parfois, c'est particulièrement vrai pour un certain nombre de centres régionaux de lutte contre le cancer. Ils sont dans les locaux du CHU, enfin, ou dans le périmètre du CHU. Et il arrive qu'il y ait une convention entre eux pour qu'on ne fasse pas un doublon de plateaux techniques de réanimation aux soins intensifs.
C'est ça l'esprit de la loi. En tout cas, l'unité de lieu est exigée. Alors, oui, je comprends bien Voilà. l'état d'esprit, hein. Je veux dire que je l'ai vu faire des analogies, en tout cas par des gens dans l'administration, entre les conventions qu'on avait quand on faisait de la chirurgie, de la dilatation coronaire, et qu'on devait avoir une convention avec un centre de chirurgie cardiaque qui n'était pas dans une unité de lieu, correspondait pas à une unité de lieu. Vous précisez bien que l'esprit, théoriquement, la réalité, c'est avec une unité de lieu. Le principe est d'avoir l'unité de lieu, oui, clairement, clairement. Pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour l'Institut national du cancer, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Si vous voulez faire une réanimation, il faut que le malade, il faut que la réanimation soit là, quoi. Hein. Cela dit, Jean-Claude a raison de poser la question parce que moi, j'ai participé à quasiment toutes les réunions au niveau de la DGOS. Il faut savoir que souvent, les ARS sont, disons, pas opposés, mais enfin, ont fortement bataillé pour que des conventions à distance puissent être faites. Et de même que les ARS se sont bataillés en refusant qu'on considère qu'un service de chirurgie devait avoir plus de 2 chirurgiens, en disant « Ah oui, mais on ne pourra pas le faire partout ». Et donc, il est sûr qu'il y a encore des progrès à faire. Mais moi, j'ai l'intime conviction, c'est une vraie amélioration par rapport au premier décret. Oui, on est d'accord. Des clauses de revoyure, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Une question du professeur Vinchon, président de la neurochirurgie. Merci beaucoup de me donner la parole et puis félicitations pour tous les orateurs. Alors, ce n'est pas particulièrement une question au dernier orateur, mais c'est vrai que l'INCa est un acteur absolument incontournable dans ce domaine-là. Alors, moi, je suis neurochirurgien pédiatrique, je suis actuellement président de la Société française de neurochirurgie pédiatrique, qui est une petite société, c'est plutôt un club, mais j'écoute avec attention toutes les présentations parce que il y a des échos qui sont très, très prégnants avec notre pratique en pédiatrie et en particulier en neurochirurgie, où tout est très centralisé, et même, c'est une spécialité qui n'existe que dans les CHU, et même entre les CHU, il y a des petits CHU dans lesquels il y a des équipes qui ne sont pas vraiment rodées pour la neurochirurgie pédiatrique, voire même pas du tout impliquées, mais qui ont une activité on se pose vraiment la question de est-ce qu'il ne faudrait pas centraliser ces cas pour qu'on ait une prise en charge qui soit de la meilleure qualité possible. Ce qui pose le problème de la prise en charge en urgence, parce que les tumeurs de l'enfant, c'est des enfants qui arrivent par les urgences avec souvent une opération le jour même pour une hydrocéphalie, et qui pose également le problème de la capacité d'accueillir ces patients dans des centres centralisés, parce que ce qu'a dit notre collègue suisse tout à l'heure, c'est vraiment, il y a un problème de financement de cette prise en charge, et puis il y a quelque chose dont je n'ai pas entendu beaucoup parler depuis ce matin, enfin depuis tout à l'heure, mais en pédiatrie, on a un des acteurs principaux, c'est l'anesthésiste. Et si on n'a pas les anesthésistes qui sont capables de gérer des interventions majeures chez des tout petits, on risque d'aller à la catastrophe. Le bébé que j'ai opéré avant-hier, c'est un enfant qui a saigné une masse sanguine pour enlever sa tumeur cérébrale. Si on n'avait pas une équipe d'anesthésie, une équipe de réanimation qui suit, on peut aller à la catastrophe, et je pense que ça n'existe pas partout. Alors, il y a des plans qui ont été mis en place dans différents pays d'Europe, en particulier aux Pays-Bas, où ils ont centralisé toutes les tumeurs du pays dans un centre. Malgré tout, ce n'est pas si évident que ça, parce que les Pays-Bas, ce n'est pas si petit que ça. Hein, du nord au sud, ça fait quelque chose comme 600-700 km. Donc, il y a des problèmes de prise en charge en urgence. Il y a les problèmes du suivi des patients qui ont en plus un problème d'hydrocéphalie qui doit être réglé, qui doit être suivi et parfois repris en urgence. Bref, là, on est en train d'avoir une réflexion. C'est pour ça que j'ai assisté à votre séance qui est vraiment très enrichissante. Une réflexion sur quels sont, est-ce qu'on ne doit pas avoir une action, d'être proactif dans ce domaine-là, parce que sinon, je crois qu'un jour, logiquement, il y a des décisions qui risquent de nous être imposées par en haut. Alors, je voulais avoir un petit peu le ressenti de l'INCa concernant le problème de la centralisation
en chirurgie pédiatrique, et en particulier en neurochirurgie? Alors, merci de cette question. Alors, je n'ai pas traité spécifiquement de cancérologie pédiatrique, mais peut-être savez-vous qu'il y a dans les critères d'autorisation un volet à traiter les maladies cancéreuses, un volet spécifique dédié à la cancérologie pédiatrique. Il y a l'autorisation entre guillemets liminale, on l'appelle A, l'autorisation pour des cancers complexes, on l'appelle B, et l'autorisation en pédiatrie, on l'appelle C. Donc, elle est elle-même identifiée et avec des critères spécifiques qui ont été décidés avec la Société française de cancérologie pédiatrique, la SFCE. Donc, ensuite, le système des organisations interrégionales en pédiatrie a été revu en parallèle avec évidemment la DGOS, et on est passé de 7 organisations dans laquelle il y avait quelques trous dans la raquette à 5 qui, cette fois, normalement, ne devraient plus avoir de trous dans la raquette. Et après, ce qu'on leur demande, c'est s'organiser entre elles, justement. Alors, dans l'interrégion que je connais le moins mal, parce que moi, j'exerçais à Angers, on s'est réellement organisé pour que, par exemple, la chirurgie cardiaque pédiatrique d'Angers aille à Nantes et la neurochirurgie pédiatrique aille de Nantes à Angers. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de faire en sorte que les équipes qui travaillent assurent la meilleure qualité des soins aux enfants et évidemment aux familles dans ce contexte, parce qu'effectivement, c'est encore plus particulier quand on parle de cancérologie pédiatrique, on est sur de tout petits effectifs, forcément. Hein, mais c'est spécifiquement pris en compte. Il est clairement demandé aux organisations interrégionales de regarder prioritairement le bénéfice de l'enfant. Et je dois dire que les échanges que nous avons pu avoir avec elles vis-à-vis de ça nous permettent d'être prudemment confiants. Confiants parce que clairement, la dimension a été perçue, prudemment parce que l'homme est l'homme. Oui, oui. Non, mais on est toujours sur des organisations qui sont très fragiles, qui reposent sur quelques personnes. Et moi, actuellement, je suis à Lyon, où on a comme voisin dans notre région, on a Clermont-Ferrand, on a où l'an dernier, le neurochirurgien qui s'occupait de la pédiatrie était en disponibilité pour faire son année recherche, donc on a reçu beaucoup de patients à Clermont-Ferrand. Et là, depuis peu, le neurochirurgien de Grenoble qui s'occupait des enfants s'en va. Donc, ça expose les fragilités du système. Et ça nous pose la question, et si on nous demande d'accueillir des enfants en plus, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on a déjà beaucoup de mal à programmer les patients de la région du terroir. Et donc, quand on parle d'une politique volontariste, enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois qu'il faut envisager vraiment il va y avoir des nécessités de financement, mais aussi de formation et de recrutement. Oui, de financement, de formation, de recrutement et d'harmonisation. Mais on a créé les OIF pour qu'elles viennent nous proposer, collectivement, nous proposer des organisations et qu'elles nous fassent part de moyens. Vous savez certainement comme que les deux assemblées, mais aussi tous les gouvernements qui sont succédés ont toujours été particulièrement attentifs à la cancérologie pédiatrique. Et je peux vous dire que, en tant que président de l'INCa, si je ne suis pas sollicité une fois par mois pour, entre guillemets, justifier les activités de l'INCa vis-à-vis de la cancérologie pédiatrique, je ne suis pas sollicité du tout. C'est une des questions les plus récurrentes auxquelles on est confronté et qu'on essaye de traiter au fur et à mesure et le moins mal possible. Ceci dit, là, dans le champ de la recherche, c'est vrai, mais on vient sur l'année, en plus du financement général
de la lutte contre le cancer, on vient de déléguer 25 millions d'euros à la recherche sur le cancer. Donc, je crois vraiment que s'il y a des demandes argumentées, mais vraiment argumentées, de soutien, le ministère n'y reste jamais insensible. Et nous, notre rôle, c'est d'être l'avocat des malades et de nos collègues. L'INCa n'a qu'une force, les présidents de CME connaissent bien ça, mais n'a qu'une force de persuasion, de conviction. Mais elle n'est pas nulle. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble parce que il y a des situations toujours au bord de la crise. Hein. Merci beaucoup. Mais c'est bien entendu. Et puis, on pourra reprendre cette discussion. N'hésitez pas. Hein, les gens qui me connaissent savent que je réponds toujours. Pas toujours dans la demi-heure, mais je réponds toujours. Bon voyage au professeur Yvon. Merci. On a passé les questions, docteur Moret. Y a-t-il des questions? Ah, oui. Oui, Guy, je voudrais juste dire un mot. En fait, on va dépenser 246 milliards de biens de consommation médicaux cette année. Sur ces 246 milliards, l'ORTC nous dit qu'il y a 20% d'actes non pertinents. Donc, si je fais ça, si je fais le calcul, ça fait 48 milliards. Mais comme ce sont souvent des actes assez faible coût, on peut considérer, sans exagérer, qu'on a au moins 15 à 20 milliards qu'on fout en l'air tous les jours. Enfin, en France, c'est scandaleux. Comme le disait le président de la République, il y a un pognon de dingue dans ce pays. Hein, mais il avait raison. C'est inimaginable de voir qu'on n'arrive pas à mieux évaluer ce qu'on fait, tant en pertinence qu'en qualité. Merci pour cette intervention. Je partage.